Que vous soyez un particulier ou un professionnel, si vous avez un projet immobilier en Espagne, ce podcast Ne perd pas le sud vous servira de boussole. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, car je vous livrerai au fil des épisodes des astuces et des recommandations pour vous aider à sécuriser en toute éthique vos projets. Hola a todos y todas, je m'appelle Audrey Clemenceau. Je suis avocate spécialisée en droit immobilier, inscrite au barreau de Barcelone et aussi agente immobilier en Espagne. J'accompagne depuis maintenant plus de 17 ans mes clients, français ou francophones, dans leurs projets immobiliers sur tout le territoire espagnol, qu'ils portent sur un achat, une vente, de la construction, des baux commerciaux, de la cession d'actifs immobiliers ou de fonds de commerce, ou encore une succession entre la France et l'Espagne. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast et bonne écoute! Pour ce nouvel épisode, j'avais envie de vous parler d'une galère. Alors, pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment le mot, je ne trouve pas d'autre mot. D'une galère face à laquelle je me trouve régulièrement avec les banques espagnoles pour débloquer les fonds au moment d'une succession. Alors, je vous remets un petit peu en contexte de tout ça. Dans le cadre des successions, moi je fais beaucoup de successions entre la France et l'Espagne. En règle générale, les héritiers se trouvent en France et puis il y a des biens en Espagne, que ce soit des biens immobiliers ou des comptes. Là, on va vraiment être focus sur les comptes bancaires, sur les fonds qui sont en Espagne au nom des défunts, et que les héritiers souhaitent débloquer les fonds. C'est une galère sans nom, pour la simple et bonne raison que, en règle générale, on a un compte bancaire ou un produit bancaire, parce que ça peut aussi être une assurance-vie, qui est au nom d'un défunt, donc la personne est décédée, donc elle n'est plus là. Donc en amont, il faut régulariser la succession. Ça fera l'objet d'un autre épisode où je vous expliquerai comment ça se passe. Mais une fois qu'on a régularisé la succession et que les héritiers sont reconnus comme étant les nouveaux titulaires des biens qu'avait en Espagne du défunt, et donc des fonds qui étaient au nom du défunt. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Quand il faut aller devant la banque, alors déjà, je ne peux pas me présenter comme ça devant la banque, ding-dong, bonjour, je vais récupérer les fonds pour mon client. Non, il me faut une procuration. Il me faut une procuration notariée. Donc, comment ça se passe ? Mon client, qui est l'héritier, doit aller, en règle générale, il est en France, donc devant son notaire de famille ou son notaire habituel en France. Le notaire, je lui aurais envoyé un modèle de procuration en amont avec les instructions signature, non pas parce qu'il ne sait pas faire son métier, bien au contraire, mais parce que moi, j'ai besoin de certaines mentions particulières dans ces actes pour qu'ils soient valables d'un point de vue du droit espagnol. Pardon. Donc, une fois qu'il a reçu cet email avec ses instructions et que le document est signé, il faut l'apostiller et le traduire par un traducteur assermenté. Tout ça, je ne vais pas vous rentrer dans les détails de ce qu'est l'apostille ou pas, mais c'est la procédure. Il faut que le document soit signé devant notaire, apostillé par la cour d'appel, puis traduit par un traducteur assermenté pour qu'il soit valable ici en Espagne. Et pour que moi, je puisse faire ding-dong, bonjour, je suis l'avocate de monsieur ou madame Untel. Sans ce document, je ne peux rien faire. Pourquoi ? Parce qu'en Espagne, nous, les avocats, on n'a pas ce qu'on appelle, en latin un petit peu pédant, le mandat ad litem, ce qui signifie, en France, les avocats ont un mandat par le simple fait d'être avocats de leurs clients. Nous, en Espagne, ce n'est pas le cas. En Espagne, les avocats ont besoin de présenter une procuration au nom du client pour lequel ils interviennent. Donc ça, c'est l'étape principale, préalable. Et une fois que j'ai ça, il faut que j'ouvre mon dossier de succession à la banque. Alors, je vais vous expliquer trois petites anecdotes de clients. J'ai eu trois... alors, si c'était avec une seule banque, je vous dirais, j'ai pas eu de chance, sauf que ça fait 17 ans que je fais ça pour mes clients. Donc, des exemples, j'en ai à l'appel. Je vous en ai sélectionné seulement 3. Pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Mais ce n'est pas dû à ces banques en particulier. C'est-à-dire que toutes les banques en Espagne sont lentes et compliquées quand il s'agit de récupérer les fonds. Alors déjà, pourquoi ? Déjà parce qu'on a affaire à un service au back-office, d'accord ? Donc, ce n'est pas les agences. Les agences, c'est simplement les personnes qui vont faire tampon en présence physique avec vous, mais la personne qui va vraiment s'occuper du dossier de succession,
elle est dans les bureaux au back-office et c'est elle qui va appuyer sur le bouton de déblocage des fonds. D'accord ? Donc, moi, je n'ai jamais un accès direct avec cette personne. Donc, ça complique les choses. Certaines banques ont mis en place des procédures un petit peu plus rapides où, depuis leur application Internet, on peut télécharger des documents. Donc, c'est vrai que ça permet de ne pas se déplacer. Donc, c'est un petit peu plus flexible, c'est vrai. Mais in fine, la personne qui appuie sur le bouton déblocage, eh bien, c'est la personne du back-office à qui, moi, je n'ai jamais affaire en direct. D'accord ? Donc, ça peut compliquer parfois les choses, notamment parce que mes dossiers de succession, ce ne sont pas des successions nationales, franco-françaises ou hispano-espagnoles, ce sont des successions franco-espagnoles. Donc, j'ai toujours ce qu'on appelle en droit un élément d'extranéité. Il y a toujours quelque chose d'étranger dans mes dossiers. Soit la nationalité, parce que mon client est français, soit parce que le défunt était français, soit parce qu'il manque un nié, soit parce que les fonds doivent être rapatriés en France. Enfin, il y a toujours un rapport entre la France et l'Espagne. Donc, ce n'est pas un dossier simple pour eux, certes, j'en conçois, mais aujourd'hui, on est quand même au XXIe siècle. Enfin, des successions entre la France et l'Espagne, il y en a plein. Parce que, bon, les flux migratoires quand même entre la France et l'Espagne, ça date pas d'hier. Donc, ils doivent être plus ou moins habitués. Et puis, il y a des règlements européens qui prévoient en plus ce type de succession. Mais bon, moi, comme je vous dis, je n'ai pas accès à la personne qui va appuyer sur le bouton pour débloquer les fonds. Donc, parfois, c'est assez difficile de me faire entendre dans ces dossiers-là. Et puis, la deuxième raison, c'est aussi, il ne faut pas se mentir, débloquer les fonds pour la banque, ça ne l'intéresse pas du tout. C'est-à-dire que c'est une démarche administrative auquel elle est totalement obligée parce qu'elle ne peut pas retenir les fonds d'un défunt, mais ça ne lui rapporte rien. C'est une gestion administrative qu'elle ne facture pas. Ça ne lui rapporte absolument rien. Ce n'est pas octroyer un prêt pour un client qui va payer des intérêts, qui va lui rapporter quelque chose. Donc, avec les deux raisons que je viens de vous exposer, c'est vrai qu'on est toujours dans une galère parce qu'on a en face de nous des gens qui traînent la patte. Pardonnez-moi encore une fois l'expression, mais vraiment c'est ça. Et donc, c'est parfois juste insupportable. Notamment quand nous, en France, alors je ne dis pas que nos banquiers français sont les plus réactifs et les personnes les plus compétentes du monde. C'est pas ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de comparer la France et l'Espagne là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi rappeler que culturellement, l'Espagne, ce sont des gens, et c'est un pays où parfois, pour certaines démarches, c'est plus long et la grosse machine met plus de temps à se mettre en route. Alors, le premier exemple, c'est dans une succession que j'avais eue avec la banque BBVA. Ce sont des initiales, donc BBVA, qui est une grosse banque espagnole, nationale d'ailleurs. D'ailleurs, les exemples que je vais vous donner, peu importe que ce soit une grosse banque ou une petite caisse, on pourrait dire c'est une petite caisse, c'est plus facile. Non, en fait, c'est tous pareil. C'est tous compliqué, donc peu importe. Mais là, on est devant BBVA. Donc, j'ai un citoyen français qui est décédé, qui vivait à Barcelone, qui avait des comptes bancaires à la BBVA. Il n'y avait pas que des comptes, d'ailleurs. Il y avait une assurance vie, il y avait une hypothèque. Enfin bon, il y avait plusieurs produits bancaires. Et là, je me retrouve face à toute une agence, parce que pour le coup, j'ai mobilisé toute l'agence. Ils étaient 5 à l'agence. J'ai mobilisé toute l'agence. Je me retrouve face à toute une agence où ils n'arrivent pas à m'ouvrir le dossier de succession pour la simple et bonne raison que je ne suis pas espagnole. Hola, on est en Europe. Donc, je ne suis pas espagnole, donc je n'ai pas un document d'identité, je n'ai pas une carte d'identité espagnole, j'ai un NIE, un numéro d'identification des étrangers. Donc, mes documents d'identité, c'est quoi ? C'est ma carte d'identité française, puisque je suis française, et mon numéro espagnol, mais qui est qu'un simple et unique numéro. Ce n'est pas un document d'identité, c'est juste un numéro d'enregistrement. Donc, leur système bug. En fait, personne n'est capable de m'enregistrer dans leur système comme fondé de pouvoir d'un héritier parce que je ne suis pas espagnole. Donc, c'est bien évidemment totalement illégal sur le principe, puisque nous sommes en Europe, mais en plus, c'est quand même surréaliste. Bref, donc, le moyen de contourner les choses est de me dire, écoutez... Voilà, vous n'avez pas de document d'identité espagnol, donc on n'arrive pas à vous créer dans notre base de données. La seule option qui existe pour vous, c'est d'ouvrir un compte chez nous.
Alors là, franchement, grosse première nouvelle, parce que ça fait 17 ans que je fais ça. On m'avait jamais demandé d'ouvrir un compte dans les banques de tous mes clients pour lesquels je fais des opérations, notamment parce que vous imaginez, sinon j'aurais un nombre incalculable de comptes bancaires. Donc, bref. Là, j'ai pas le choix, pardon. Je m'exécute à contre-cœur parce que j'ai déjà perdu énormément de temps, parce qu'il y a beaucoup de fonds à récupérer, et parce que j'en ai marre de me battre contre des moulins à vent, un peu comme Sancho dans Don Quichotte. Mais en tout cas, ok, bon, très bien. Donc j'ouvre. Ils ont un système d'ouverture online du compte. Pour 0 de frais. Heureusement, en plus, que j'ai pas de frais d'ouverture de compte, vous imaginez. Donc, j'ouvre mon compte online pour pas perdre plus de temps et j'arrive donc à télécharger mes dossiers, mes documents. Voilà. Bon, se passent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais une fois que la succession est finalisée, la banque doit donc débloquer les fonds puisque je lui apporte tous les documents notariés prouvant que mon client est bien l'héritier et que tous les fonds doivent lui aller. Et là, encore une fois, on me dit « Ah, mais il y a un problème, en fait, parce que l'héritier, il est en France. Il est français. » Ok, donc, quel est le problème ? Le problème est qu'on ne peut pas débloquer des fonds espagnols en France. Mensonge. Le plus gros mensonge que j'ai jamais entendu de ma vie. Donc, je leur explique par A plus B que c'est totalement illégal, que nous sommes en Europe, que vous n'avez pas le droit, qu'ils n'ont pas le droit d'obliger mon client à ouvrir un compte. Si déjà, moi, j'ai dû ouvrir un compte chez eux pour faire les démarches, ça suffit, les bêtises. Il y a un moment, il faut quand même qu'on avance. Bref. Donc, pas moyen, il n'en démord pas. Donc, la seule façon que j'ai réussi pour débloquer le dossier, c'est de leur envoyer par email tout simplement une mise en demeure de débloquer les fonds à laquelle j'ai joint un article publié par la Banque de France directement sur son site internet. Donc, pour vous dire que l'information est totalement publique et accessible à tous, je leur renvoie cet article de la Banque d'Espagne, qui explique expressément que c'est une pratique illégale, que les banques n'ont pas le droit d'exiger l'ouverture d'un compte en Espagne pour débloquer les fonds. Et puis, je ne lui demandais pas de débloquer les fonds à Pétaouchnok, dans un pays en dehors de la zone de l'euro. C'était pour débloquer les comptes pour débloquer les fonds sur un compte en France, avec un IBAN français, un BIC français. Et puis, j'avais tous les documents en règle. Donc, c'était totalement surréaliste comme demande. Parfois, les banques font du zèle. Et il faut savoir aussi les recadrer quand c'est nécessaire. Donc là, j'ai envoyé ce document. Dans la semaine qui suit, mon client avait reçu les fonds et je n'ai plus entendu parler de cette banque. Voilà, avec la BBVA. Un autre petit exemple, c'était avec Unicaja. Unicaja, c'est une petite caisse. Et là, on a une défunte qui est de nationalité espagnole, mais elle vivait en France depuis sa majorité. Pendant la guerre civile en Espagne, il y a beaucoup de citoyens espagnols qui ont migré vers la France. Donc, c'est assez courant d'avoir des gens qui sont espagnols, de nationalité espagnole, qui vivent en France et qui vivent depuis sa majorité en France. Sauf que elle avait un compte bancaire en Espagne. En règle générale, quand on est national d'un pays, parfois, pour X ou Y démarche ou X ou Y raison, on a ouvert un compte en Espagne. Donc là, j'ai les héritiers qui viennent me voir et qui me disent, mais voilà, notre maman est décédée, elle était espagnole, et le compte avait été ouvert à l'époque, il y a des années et des années. D'ailleurs, il y avait 3 clopinettes sur ce compte, mais bon, quand même, mes clients souhaitaient régulariser la situation et ne plus avoir de démarches à faire dans le futur. Donc, ils voulaient vraiment clôturer ce compte. Le compte avait été ouvert dans la ville de Melilla, qui est une ville espagnole, qui est une enclave espagnole située dans le nord de l'Afrique, qui s'appelle Melilla. Donc, c'est quand même au sud de l'Espagne. Enfin, c'est plus qu'au sud de l'Espagne, c'est dans le nord de l'Afrique. Donc, c'est même pas sur notre continent. Mais comme c'est une enclave espagnole, le droit espagnol s'applique. On est sur le régime espagnol. Par contre, j'essaye d'éviter un maximum les frais pour mes clients, et notamment les frais de déplacement. Donc, et ça fait 17 ans que je fonctionne comme ça. En principe, j'arrive toujours à faire mes démarches auprès d'une succursale de la même banque, par contre, en Catalogne, ici, à Barcelone ou ailleurs. Et puis ensuite,
il y a des coursiers internes dans les banques. Donc ensuite, entre succursales, voilà, ils se communiquent les documents. Donc comme d'habitude, je me présente à la succursale d'Unicaja de Barcelone pour ouvrir le dossier de succession. Et j'ouvre le dossier de succession. Pour le coup, là, j'ai pas eu de problème, oui et non. C'est-à-dire que j'ai quand même dû revenir 3 fois parce qu'ils avaient perdu mon dossier entre-temps. Il faut faire preuve de beaucoup de patience quand vous exercez en Espagne, mais en tout état de cause, le dossier avait été déposé auprès de ma succursale de Barcelone et Barcelone me dit « Pas de souci, on transmet à Melilla ». J'envoie un email à Melilla en disant écoutez, voilà, j'ai parlé avec telle personne à Barcelone, le dossier va vous arriver. Et là, Melilla, la bouche en cœur, me dit non, mais en fait, ça fonctionne pas comme ça, il faut que vous veniez à Melilla pour ouvrir le dossier. Donc, non, ils ont tort, puisque au final, j'ai réussi à dépatouiller le dossier sans me déplacer à Melilla. Mais c'est-à-dire que, en règle générale, vous avez affaire à des personnes qui sont au guichet, qui ne connaissent pas du tout ce type de démarche. Donc, il faut être très patient, diplomate, pour ne pas braquer les gens. Sinon, on n'arrive à rien. Mais surtout, il faut insister et leur dire non, c'est comme ça et pas autrement. Donc là, je leur explique gentiment dans un premier temps quand même que non, moi, je suis une professionnelle de droit, je représente mes clients, j'ai mon bureau à Barcelone, j'ai transmis tout le dossier à Barcelone, donc il n'y a pas de raison que je me déplace à Melilla. Surtout que c'est la même banque, on parle de la banque Unicaja. Bref. Donc, surtout que la succursale de Barcelone m'avait affirmé qu'elle envoyait tout le dossier par balise interne, donc voilà. Donc pour la petite histoire, j'ai dû envoyer 4 fois les mêmes documents à Barcelone. J'ai toujours mis l'agence de Melilla en copie quand même pour qu'ils le savent, mais ils avaient besoin de certains originaux, donc qui est Barcelone qui les avait, ils ont envoyé des coursiers. J'ai dû envoyer, je les ai comptés pour préparer cet épisode pour que vous voyez à quel point parfois c'est délirant et on est vraiment dans une galère. J'ai dû envoyer en tout et pour tout 27 mails. 27 mails pour les relancer. Donc, on a affaire à un ping-pong digne des JO totalement, entre la succursale de Barcelone qui me dit « Oui, alors nous, on a pris le dossier, mais c'est pas notre client. Donc, on a envoyé à Melilla. » Et Melilla me dit « Oui, c'est notre client, mais nous n'avons pas reçu le dossier. » Bref, un cacao dont je vous passe les détails. Mais j'ai réussi au bout de 8 mois, ni plus ni moins, 8 mois, on a réussi à débloquer les fonds pour mes clients français. Alléluia, ils m'ont bien remercié. J'ai dû bien évidemment... Et en principe, quand je prends un nouveau dossier pour débloquer les fonds auprès d'une banque, je mets des warnings, des vraies alertes rouges en disant « ça va prendre du temps ». Ça va vraiment prendre du temps. Donc, je conditionne psychologiquement mes clients dès le début du dossier à leur dire il faut vraiment que vous soyez patient. Les fonds, on va les recevoir. Il n'y a aucun doute là-dessus parce qu'ils sont sur la banque. La banque a congelé les avoirs des défunts parce qu'elle n'a pas d'autre choix de faire ça. Dès qu'elle est informée du décès, elle congèle. Donc, je suis sûre d'avoir les fonds, mais je ne sais pas quand. Voilà. Welcome in Spain. Et la dernière petite anecdote qui est avec une troisième banque qui est la CaixaBank. La CaixaBank, c'est une grosse banque aussi. Alors là, pour ce dossier de succession, nous partons à Mislata. Mislata, c'est à Valence, dans la communauté autonome de Valence. Alors vous voyez, avec mes dossiers, je voyage beaucoup en Espagne. Alors je voyage avec la pensée parce que parfois, je n'ai pas besoin physiquement de me déplacer. Mais c'est vrai que je suis compétente partout en Espagne. Donc là, on va à Mislata en Espagne. Ma cliente est franco-espagnole pour le coup, c'est-à-dire qu'elle a la double nationalité. Et malheureusement, elle a perdu son mari, son défunt mari. Ils avaient un compte joint à la Caixa. Donc ce compte joint était au nom des deux, de monsieur et de madame. Et madame, la veuve, donc ma cliente, recevait une petite pension de retraite espagnole sur ce compte espagnol, puisqu'elle avait travaillé un petit peu en Espagne, qui lui avait généré des droits à la retraite. Donc, elle percevait sa retraite là. Donc, en principe, dès qu'il y a un décès, on doit communiquer à la banque le décès de la personne pour qu'elle soit informée. Par contre, attention, il faut agir avec un peu de stratégie et il faut être au courant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous communiquez à la banque le décès de la personne, les comptes sont gelés et les comptes sont bloqués. D'accord ? Donc,
il faut faire attention si vous avez notamment un bien immobilier avec l'impôt foncier, les charges de copro ou alors certains services eau, électricité ou gaz qui sont prélevés sur ce compte. Sachez que, attention, à partir du moment où vous communiquez à la banque le décès, le compte sera bloqué. Donc, aucun retrait et aucun versement ne pourront être faits. Il n'y aura plus de mouvement sur le compte, d'accord ? Donc là, elle communique, elle n'a pas le choix de toute façon, elle communique le décès de son époux. Et la banque, qu'est-ce qu'il me fait ? Il me bloque l'accès à 100% du compte joint. Donc, et sans prévenir ma cliente. Donc, on a dû bouger ciel et terre afin qu'elle puisse récupérer ses 50%. Pourquoi ? Parce que certes, elle était mariée en régime de communauté de biens, donc tout ce qui est à toi est à moi. Donc le compte était aux deux co-titulaires, mais quand on fait la dissolution de la communauté de biens et quand il y a un des époux qui décède, eh bien, il y a une dissolution. C'est-à-dire que tout ce qui était à toi est à moi. Mais non, la moitié, du coup, reste à la veuve et l'autre moitié est répartie entre les différents héritiers. Parce qu'il y avait des enfants là, notamment, dans ce cas précis. Sauf que la Kaïcha, elle ne s'est pas posé de questions. Elle a appuyé sur le bouton « geler » et elle m'a gelé 100% du compte. Alors qu'il y a deux co-titulaires et que madame, la veuve, continuait à toucher sa pension. Donc, en principe, ce qu'ils auraient dû faire, c'est tout simplement geler la moitié du compte et laisser l'autre moitié du compte. Et l'opérationnel donc, de ma cliente... de laisser ma cliente continuer à avoir accès à ce compte et notamment pouvoir toucher sa retraite. Déjà qu'elle n'avait pas une grosse retraite, en plus, là, elle arrive et elle n'a plus accès à sa retraite. Le compte est gelé. Et la caisse de retraite, là-bas, elle me dit, mais on ne comprend pas, on ne peut plus vous ouvrir, on ne peut plus vous verser votre retraite. Le compte est refusé. Enfin, la Kaïcha refuse de percevoir ses fonds. Bref, donc j'ai dû remuer ciel et terre, j'ai dû me déplacer je ne sais pas combien de fois à la Caixa Bank ici en Espagne. La cliente y a été aussi parce qu'à Valence, elle a de la famille d'ailleurs toujours là-bas, et elle avait certaines démarches à faire, donc elle y a été, j'y suis allée. Les enfants, en plus il y avait un enfant en France, l'autre enfant était aux États-Unis. Bref, on a dû faire des procurations, comme je vous l'ai expliqué au début de cet épisode, un petit peu compliquées dans ce dossier, mais en tout cas, on a enfin réussi à obtenir gain de cause et elle a pu récupérer 50% dans un premier temps et assez rapidement des fonds du compte, et les autres 50%, eh bien, on a fait les démarches qu'il fallait pour qu'elle puisse les avoir. Alors, je ne sais pas si vous aussi, vous avez rencontré des déconvenues avec les banques espagnoles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager parce que je pense que, eh bien, on est tous solidaires face à cette cause. Et si vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, ne désespérez pas. Les fonds, on arrivera toujours à les débloquer, mais par contre, effectivement, on n'a pas de délai ou de date à vous donner. Alors, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et si ce contenu vous plaît, eh bien, n'hésitez pas à le partager, à enregistrer, à vous abonner au podcast ou à le noter. Et je vous dis, en tout cas, à très vite et merci de soutenir mon travail.